donne matière à réflexion sur ce qu'est la matière, nous sommes en bonne voie pour explorer la matière fondamentale. Nous pensons qu'il existe une matière à partir de laquelle tout est constitué, à la fois la matière vivante et la matière inerte, les planètes, les étoiles, et tout cela à partir des mêmes particules. Nous pensons que ces particules furent créées à la naissance de l'univers, il y a 15 milliards d'années. Nous pouvons même explorer cette époque avec le télescope spatial Hubble. Ce sont les profondeurs de l'espace et des temps très reculés que les yeux perçants de Hubble sont capables de scruter. Voilà à quoi auraient pu ressembler les tout débuts de l'univers après le Big Bang. L'univers âgé de moins d'1 milliard d'années. Mais essayons d'imaginer l'univers une fraction de seconde après le Big Bang. Au cours des premières millisecondes, l'univers a dû être extrêmement chaud et dense. La matière, dans son état le plus fondamental, est l'antimatière. Immédiatement après le Big Bang, des particules ont dû être créées et détruites. Des particules et des forces qui déterminent le monde matériel d'aujourd'hui. Nos connaissances sont encore limitées. Des questions subsistent, malgré les recherches entreprises par des générations de physiciens. Nous nous posons des questions. Que s'est-il passé au juste pendant les premières secondes? Existe-t-il une matière différente qui nous est cachée? La matière noire, en quelque sorte. Nous effectuons nos calculs et nous disons « Les particules ont des masses différentes ». Mais nous ne savons pas pourquoi, ni comment la masse est produite à partir de l'énergie. Il semble que nous n'ayons d'autre choix que de continuer l'exploration. Voici un outil, l'accélérateur de particules le plus puissant jamais construit. LHC, acronyme anglais pour Grand Collisionneur de Hadron. Des protons en collision frontale à une énergie extrême. L'énergie présente une fraction de seconde après le Big Bang. Des collisions à une telle énergie peuvent dévoiler tant de choses. Elles génèrent des particules qui peuvent être vues par des détecteurs comme Atlas. Donc là, il y a un jet, là, tu peux peut-être agrandir là. Des détecteurs pour observer les débris des collisions. Le candidat, on le voit ici. C'est la trace 1, je crois, donc c'est 76. Atlas, une source de savoir indispensable pour décrire la matière élémentaire. Mais cette route nous réserve des surprises. Depuis toujours, nous avons tenté de comprendre notre univers et de reculer nos limites. Face à l'univers, arriva le temps pour l'homme d'observer et de calculer. Ptolémée pensait que la Terre devait être le centre de tout, le modèle géocentrique. Ce n'est qu'à partir du XVIe siècle que l'on eut l'audace d'en douter. Copernic, Galilée. Ce n'était pas la Terre, mais le Soleil qui devait être le centre de l'univers. Ce fut le début d'une époque d'expérimentation. L'attraction de la matière par la Terre est décrite par Newton à l'aide d'équations d'une grande beauté. 3 siècles plus tard, nous sommes capables de contrôler des satellites en orbite. Télévision, téléphone.
Il est évident que la compréhension des forces de la nature a un impact sur la vie de tous les jours. Le XXe siècle fut marqué par la chimie, la biochimie et une physique révolutionnaire. Le XXe siècle, vous vous souvenez? Einstein élabora sa théorie de la relativité, apportant une nouvelle façon de voir la constitution de la matière. Pour traiter les deux éléments clés, la matière et l'énergie, les théories furent bouleversées. La masse et l'énergie sont reliées et peuvent se transformer l'une dans l'autre. Mais pourquoi les particules ont-elles les masses que nous observons? Ce ne sont pas les idées qui manquent. Elles sont décrites dans ce que nous appelons le modèle standard. Le modèle standard répond effectivement aux questions que posent la structure et la stabilité de la matière, et aussi les forces fondamentales. Voici les briques pour construire la matière, les particules élémentaires. Aujourd'hui, nous distinguons 3 familles. Seule la première famille est nécessaire pour construire ce que nous appelons la matière ordinaire. Chaque famille est constituée de 4 membres, 2 quarks et 2 leptons. Avec cette description, nous distinguons dans la première famille les quarks up et down, le neutrino et l'électron. Toutes ces particules ont leur propre masse. Les particules de la seconde et de la troisième famille sont toutes instables et se désintègrent, mais leur rôle a dû être déterminant au tout début de notre univers. Il y aurait tellement plus de choses à raconter, par exemple sur la matière et l'antimatière, sur la manière de l'appréhender. Tellement de choses, ce qui soulève de nouvelles questions. Prenez par exemple les forces dont nous parlons. Nous distinguons maintenant dans la nature 4 forces différentes. La gravité, l'électromagnétisme, la force dite faible et la force dite forte. Toutes ces forces sont transmises par des particules qui en sont les vecteurs. Ce sont des particules d'un type différent, chacune ayant son appellation. Il y a l'interaction forte qui lie les quarks pour former le proton. Cette force est véhiculée par le gluon. Il y a l'électromagnétisme qui joue son rôle dans l'existence de l'atome. Cette force est transmise par le photon. Les 2 autres forces fondamentales sont également associées à des particules. Tout comme les particules fondamentales, certaines particules associées aux forces possèdent aussi une masse. Il y a le concept d'une symétrie sous-jacente, que nous appelons la supersymétrie. Atlas tentera de mettre cette symétrie en évidence. La masse, d'où nous vient-elle? Certaines particules ont des masses énormes. Actuellement, des théories suggèrent que la masse est engendrée par un processus connu sous le nom de mécanisme de Higgs. Si cela est vrai, il doit exister une nouvelle particule, la particule de Higgs, qui pourrait être à l'origine de toute masse. L'un des buts d'Atlas, mais pas le seul, est de découvrir cette particule et d'en étudier les propriétés. Et puis, la question « pourquoi » revient sans cesse. Pourquoi seulement 12 particules? Pourquoi seulement 3 familles? Ce sont les pourquoi de notre science, développés au cours des siècles, qui nous amènent à ce point de la connaissance. Vous pourriez l'appeler le point 2000. Atlas est une collaboration entre 34 pays. Le lieu central est le CERN à Genève. C'est là que l'expérience Atlas sera installée auprès du LHC, l'accélérateur qui constitue l'étape suivante dans notre quête de réponse. Des faisceaux de protons vont entrer en collision avec une énergie gigantesque de 14 milliards d'électronvolts. Pour cela, nous utilisons des aimants supraconducteurs.
ce qui n'a jamais été fait à cette échelle. Cet énorme accélérateur de particules, construit dans le même tunnel que son prédécesseur, est le nouvel outil pour une série d'expériences. Atlas sera l'une de ces expériences. Le parcours des particules est suivi et mesuré par une série de détecteurs. Au centre, le détecteur interne de traces. Il mesure les trajectoires des particules chargées électriquement. Autour se trouve le calorimètre. Il mesure l'énergie des particules produites dans la collision. Enfin, le spectromètre à muons qui entoure le calorimètre. Les muons ressemblent aux électrons, mais sont plus lourds. Ces particules ne sont pas absorbées dans le calorimètre. Leur impulsion peut être mesurée avec une grande précision. Comme c'est le cas pour l'accélérateur, une caractéristique essentielle d'Atlas est son champ magnétique. L'aimant, qui doit être puissant et précis, requiert beaucoup d'espace, d'où les dimensions d'Atlas, 45 mètres de long et 22 mètres de haut. Donc j'ai essayé de trouver, j'ai dit tiens, pourquoi pas trouver une solution où il n'y aurait pas ce problème de glisser, d'engasser quelque chose au risque d'abîmer. La préoccupation principale est la précision. C'est étonnant, à certains endroits de ce gigantesque appareillage, la précision atteint 1/100 de millimètre. Un groupe de scientifiques. Comment un tel groupe peut-il construire un géant comme Atlas? Comment un seul pays le pourrait-il? Atlas est constitué de nombreux systèmes de détecteurs, des sous-ensembles dont la réalisation demande du temps et une collaboration mondiale. On peut se demander de quelle manière ces scientifiques de tout pays communiquent entre eux. On a besoin de clarté, d'accords, d'ajustements, jusqu'à des fractions de millimètres, parfois même au-delà. Voilà le travail qui nous attend pendant les années qui mènent à 2006, le temps nécessaire pour la construction d'Atlas. On a 2 microns. Non. Là, il faut le descendre. Tourner comme ça. Hey, dat is een hele mooie. Kan je die een beetje vergroten ook? Werkt het? Deze? Ja? Ja. Dus ik ga eens...
Il y a enfin un problème crucial à résoudre, le traitement des données. Où se situe la limite dans la conception des systèmes informatiques? Atlas devra traiter de très grandes quantités d'informations. Détectées, converties, écrites en mémoire, les données seront communiquées et analysées partout dans le monde. Les physiciens vont collecter leurs données et les envoyer dans leur laboratoire d'origine. Une famille internationale, avec des parcours différents, mais partageant le même but scientifique. Bienvenue à bord d'Atlas, pour un voyage à l'intérieur du microcosme, vers des régions inexplorées par la physique d'aujourd'hui. Nous avons quelques idées sur ce qui nous attend, mais nous sommes prêts à enregistrer les surprises que nous réserve la nature.